Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des sprinteurs. Top 10 des meilleurs sprinteurs de la saison 2023. On va parler du Deli, du Olaf Koe, du Pedersen, du Arnaud Démare même. Enfin, on va revenir sur tous ces coureurs qui ont marqué la saison 2023 de cyclisme. Une belle année. Même si, bon, il y a quand même une équipe qui a un petit peu dominé, et surtout un homme qui a dominé du côté des sprints. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un super thanks. Et puis on commence tout de suite avec cette année 2023, le top 10 des meilleurs sprinteurs de la saison. Le 10e de ce classement, il est de la formation DSM, mais l'année prochaine il sera du côté de la Tudor. C'est l'homme des 3e semaines de Grand Tour, c'est l'Italien Alberto Dainese. Pourquoi je dis l'homme des 3e semaines de Grand Tour? Parce que cette année, sa victoire sur le Giro ou sa victoire sur la Volta, c'était en 3e semaine. Et l'année dernière, sa victoire sur le Giro, c'était déjà en 3e semaine. Alors, c'est pas le sprinter le plus prolifique de la saison. Loin de là, il n'est qu'à 6 victoires en carrière. À 25 ans, c'est pas exceptionnel. Arnaud Delis a déjà fait beaucoup mieux. Olaf Koe aussi. Par contre, il sait gagner des belles courses. À son palmarès, donc 2 victoires d'étape sur le Tour d'Italie, une victoire d'étape sur la Vuelta, une victoire d'étape sur l'Arctic Race of Norway, sur le Tour de République tchèque également en 2019, une étape du Herald Sun Tour qui n'existe plus, course qui avait lieu en Australie. Et puis c'est également un champion d'Europe junior, c'était en 2019. À l'époque, il faisait partie de l'équipe SEG Racing Academy. Vous savez, c'était cette équipe c'était des agents de coureurs qui avaient fondé une équipe pour former des jeunes coureurs. Et c'est toutes les stars à une époque étaient chez SEG. On a eu pas mal de très bons coureurs qui sont sortis dans cette formation. Par exemple, en 2019, il y avait Thymen Arensman, il y avait Caden Groves, il y avait Dan Houle dans cette formation, il y avait Jordi Meus, Barnabas Pic, Hidej Kelling également, Stan Van Trier. Donc voilà, des coureurs qui sont maintenant professionnels dans des belles formations. C'était vraiment l'équipe où il fallait passer chez SEG, qui n'existe plus. Dernière saison, c'était 2021, parce qu'en fait, du côté des sponsors, on s'est dit que c'était peut-être plus forcément si intéressant que ça. Il y avait peut-être plus d'intérêt à les caser dans des formations professionnelles. Et il y a les équipes de développement également qui se sont mis en place beaucoup plus. Au début de la SEG Racing Academy, il n'y avait quasiment plus d'équipes de développement, ce qui est différent aujourd'hui. Donc je pense que c'est ce qui a amené cette réflexion du côté de cette formation. Que dire d'autre du côté d'Alberto Dainese? Eh bien, il y a ces 3 victoires. Il y a également une 4e place sur le Samin, 3e place sur la dernière étape de Tirreno Adriatico, également à signaler. Et puis une victoire sur l'Arctic Race of Norway lors de la première étape. Donc c'est quand même une année à 3 victoires pour le coureur italien et surtout 2 victoires sur les grands tours. Donc pour moi, ça méritait cette 10e place. Coureur qui l'année prochaine sera chez Tudor, ce qui permettra peut-être à cette équipe d'avoir une invitation sur le prochain Tour d'Italie avec ce double vainqueur. Ça lui fera peut-être du bien d'aller sur des courses aussi un petit peu plus petites, parce qu'il a tendance à aller que sur des très grosses épreuves. C'est vrai que c'est pas forcément évident pour augmenter son palmarès et augmenter le nombre de victoires en carrière. Mais c'est une année tout à fait correcte d'Alberto Dainese à 25 ans. Alors c'est vrai que c'est pas le sprinter le plus prolifique, c'est pas le sprinter le plus régulier également. Malgré tout, il arrive à gagner des très belles épreuves. Et puis, du côté de la DSM, si on compare à son adversaire qui était Walsford, Walsford, il n'a pas gagné sur les grands tours. Donc, c'est ce qui a fait également la petite différence. Lui, il est engagé sur 2 grands tours, 2 victoires. Surtout quand tu sais qu'il y en a un où il y avait Jonathan Milan, l'autre, il y avait Jasper Philipsen.
il faut aller les marquer, hein, il faut aller scorer ces victoires-là. Donc c'était pas forcément évident, surtout qu'il était avec Mayhofer dans les pattes sur le Tour d'Italie. Il n'était pas forcément leader, Mayhofer était presque plus leader que lui, donc c'est ce qui fait aussi un petit peu la différence. Et donc voilà, c'est un très bon coureur, un profil qui a 1,76, 70 kg, on est sur un profil qui est assez similaire à Caden Groves. Caden Groves est un peu plus lourd, un peu plus massif, mais on est vraiment sur la même taille, donc c'est un gabarit qui est plutôt intéressant. C'est vrai qu'à une époque on a eu des Golgoth du côté des sprints. C'est plus forcément le cas, même si on a toujours des Arnaud Delis par exemple, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir des gabarits un petit peu plus petits. À une époque, je me souviens dans les années 2000, on prenait des coureurs de plus en plus grands. Et puis il y a eu Cavendish qui était un peu plus petit par exemple qu'un Boonen, et on s'est dit, c'est vrai qu'être un grand gabarit, c'est peut-être pas forcément si facile et si intéressant que ça du côté des sprints. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur Dainese. On passe au coureur suivant. Coureur suivant, on en a déjà parlé, c'est-à-dire que c'est un Français. On en a déjà parlé du côté du bilan des Bleus, un sprinter toujours présent, l'un des plus prolifiques en termes de nombre de victoires dans sa carrière. Arnaud Démare, l'homme aux deux équipes en cette année 2023, avec Arkea et Groupama. J'en ai déjà parlé sur le bilan des Bleus, on va revenir un petit peu sur sa saison quand même. Alors pas de participation sur les grands tours, ça c'est vrai que c'est un petit peu la déception pour Arnaud Démare. Bon, je pense qu'il était peut-être prévu pour faire la prochaine Vuelta, et puis bon, comme il a changé d'équipe, ça a un peu changé les plans. Quand on revient sur sa saison, sur le fait qu'en début d'année il devait être coéquipier de Gaudu, qu'ensuite il a changé d'équipe, il gagne quand même 4 victoires. Il fait donc pas une saison blanche, il gagne quand même une épreuve en France qui est peut-être la plus réputée du côté du sprint, le Tour de Vendée. Il remporte Paris-Bourges où il y avait une belle opposition cette année sur Paris-Bourges sur un sprint qui est toujours merdique, où il a réussi à vraiment bien s'en sortir dans le final, bien aidé par ses équipiers, il faut bien le dire aussi. Troisième du Grand Prix d'Isberg, qui est aussi une course intéressante. Grand Prix d'Isberg, il était troisième derrière Moschetti et surtout Mats Pedersen. Et puis en France, ça reste la référence du sprint pour moi, devant Brian Cocard, devant même peut-être à égalité avec un Christophe Laporte, encore devant Paul Penouet, même si Paul Penouet progresse bien. C'est la référence du sprint aujourd'hui, avec donc ces 4 victoires. On rappelle les résultats. D'Arnaud Démare, vainqueur de la Bruxelles Cycling Classic, donc du Tour de Vendée, de Paris-Bourges, également vainqueur de la deuxième étape des boucles de la Mayenne et du classement du sprint, enfin du classement du maillot vert, 10e de l'étape 5 de l'UAE Tour, 4e du contre-la-montre du côté de Paris-Nice, c'était le contre-la-montre à Dampierre en Burly, à côté de la centrale nucléaire. Et puis sur le Tour de Suisse, il a pris la deuxième place à Notteville, 4e également de la Bemer Cycling Classic. Ce qui est intéressant, c'est que la sauce a pris du côté d'Arkea. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'année prochaine chez Arkea, il retrouve Miles Scotson, et puis il va y avoir une équipe. Ça, c'est vrai que ça a été... Arkea fait partie des équipes qui ont énormément recruté. Mais alors, on a pris du Albanese. Il va avoir un train l'année prochaine, Arnaud Démare. Si tout se goupille correctement, il peut nous faire une saison à 9 ou 10 victoires l'année prochaine. Et surtout, on espère la victoire sur le Tour de France, parce que c'est vrai que ça fait déjà depuis quelques temps qu'il n'a pas fait le Tour de France. Ses participations sur le Tour de France ont toujours été un petit peu compliquées, un petit peu mouvementées. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être le sprinter de grand tour par excellence avec Jasper Philipsen. Le match démarre face à Philipsen. Lui, en plus, il ne devrait pas aller sur les Jeux Olympiques. Philipsen, peut-être. Ça va peut-être aussi permettre à Arnaud Démare d'être très présent sur le prochain Tour de France. Il y aura des opportunités sur le prochain Tour de France, même s'il faudra passer les premiers jours qui seront compliqués. Il y aura notamment l'étape d'Orléans parmi les opportunités. Il y aura aussi la fin de la première semaine. Il y a 2-3 étapes avant 3 qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, il y a des opportunités
pour Arnaud Démare pour aller chercher des résultats. Pourquoi pas le maillot vert? C'est vrai que c'est aussi un résultat important, en sachant qu'en plus, lui ne devrait pas faire les Jeux Olympiques. Face à des adversaires qui feront les Jeux Olympiques et qui certainement s'arrêteront en milieu de deuxième semaine, eh bien lui il devrait aller au bout de ce Tour de France et marquer des gros points, peut-être du côté du maillot vert, même si sur la fin de course, il n'y aura plus vraiment d'opportunités. Sur les 4-5 derniers jours, c'est vrai qu'il y aura pas mal de montagnes. Il faudra tenir pour Arnaud Démare, mais j'espère qu'on le verra sur le Tour de France. Pourquoi pas doubler également avec le Tour d'Italie, parce que, encore une fois, le Tour d'Italie est très intéressant au niveau du nombre d'étapes qui peuvent convenir aux sprinters. Et puis avec l'équipe qu'il a autour de lui, il peut presque faire 2 trains différents. Puis surtout, le retour de Mads Hudson à ses côtés. On sait que c'est un homme hyper important dans le train qu'il y avait ces dernières années à la Groupama. C'est un homme qui est super important entre, je dirais, 700 mètres et 400 mètres. Vous avez le poisson pilote, c'est l'homme juste avant le poisson pilote. C'est le pré-poisson pilote, Mads Hudson, mais c'est un homme qui est très important dans le rouage autour d'Arnaud Démare. Eh bien, on passe tout de suite au numéro 8. Le numéro 8 de ce classement, c'est peut-être pas le plus connu. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est un coureur qui est passé pendant de nombreuses années dans des équipes continentales, vainqueur de Milan-Turin cette année dans une équipe suisse de qualité qui a fait un énorme recrutement pendant l'intersaison. Tudor, on parle d'Arvin de Klein. Arvin de Klein, moi j'avais dit en début d'année, quand j'avais fait la présentation de la Tudor, j'avais dit c'est un super coup qu'a fait la Tudor. J'avais dit ce mec-là, c'est un très bon sprinter. C'est juste que il n'a pas eu de chance et qu'il est passé soit chez Human. Chez Human, en plus, il n'avait pas fait une bonne année 2022. Il avait fait Rivol, mais l'équipe était un peu en fin de vie. Ensuite, il avait fait une partie de sa carrière sur des équipes continentales aux Pays-Bas. Ce qui fait que Arvin de Klein, c'est quand même un mec qui avait déjà, je crois, 6-7 victoires à son palmarès avant le début de saison. Mais c'était pas un mec qui était très connu, alors qu'en France, il avait quand même remporté la Route Adélie de Vitré. Il avait quand même remporté également des belles courses. Il avait remporté une étape du Tour de Turquie, mais il avait remporté aussi des belles courses aux Pays-Bas et en Belgique. Et je me disais... Tudor, ils ont fait le gros coup parce que lui, il fallait le recruter. C'était vraiment un coureur qu'il fallait recruter et j'avais dit, s'il va avoir une équipe plus intéressante, il va pouvoir faire des grands résultats. Bingo, il a fait des grands résultats à 29 ans. C'est une excellente année qu'a fait Arvin de Klein. Vainqueur de Milan-Turin, vainqueur de 2 étapes sur le Tour du Langkawi et du classement de meilleur sprinter. Deuxième de la deuxième étape du Tour de Gonzi, où je rappelle, il y avait quand même Milan et Arnaud Delis. En passant, vainqueur de la dernière étape du Tour d'Allemagne, deuxième de la dernière étape du Tour de Pologne, également vainqueur d'une étape sur le ZLM Tour, 12e du général, 3e du classement du maillot vert où il y avait Olaf Koy, vainqueur de la dernière étape des boucles de la Mayenne où il y avait notamment Arnaud Démare, deuxième de la Vanendal Classique, quatrième de la route Tourangelle dans des conditions climatiques très difficiles, vainqueur de Milan-Turin, là aussi où il y avait du très beau monde parce que Milan-Turin, il s'impose dans un sprint qui était assez musclé devant Gaviria, Van Uden, Einorm, Nasser Boigny, Moschetti. C'est le seul sprint où Nasser Boigny a été performant, Jordi Meus ou encore Aber Astouri. Et puis sur l'UAE Tour, il a pris la 4e place de l'étape 4 et la 5e place de l'étape numéro 6. Je vais y arriver. C'est un sprinter de qualité. Alors c'est vrai que c'est un sprinter qui permet de marquer des points. Je dirais que le seul reproche que je lui ferais, c'est qu'il n'a pas énormément couru dans l'année, seulement 50 jours de course, c'est vrai qu'il a eu une grosse coupure au mois de mai. À partir de mai, il a fait que le ZLM Tour en juin. Ensuite, on ne l'a pas vu pendant juillet, il a fait le Tour de Pologne. Et c'est vrai qu'il n'a pas énormément couru en début de saison parce que il avait fait pas mal de classiques, de courses d'un jour. De beaucoup de courses par étape et on voit que c'est un sprinter vraiment de qualité. Moi je pense que c'est vraiment une des bonnes satisfactions
pour moi de cette année 2023. Je dirais pas une révélation parce que c'est déjà un coureur que je connaissais auparavant et j'avais déjà un peu entreaperçu son talent, mais il a vraiment fait une très très belle année, une année complète aussi parce qu'il était performant sur l'UAE Tour, donc au mois de février, il était performant sur le Tour de Guangxi au mois d'octobre, donc ça montre aussi une capacité à programmer parfaitement des pics de forme. Et puis voilà, pour moi, il fait partie cette année de ce top 10 des meilleurs sprinters. Je regardais un petit peu son classement au Pro Cycling Stats. Vous savez, c'est les points qui sont donnés par le site, un peu l'une des bibles du cyclisme au niveau des statistiques. Vous avez Force Cycling également de l'autre côté. Et PCS, l'année dernière, donc, il avait 117 points. Il était 417e. Son meilleur résultat jusqu'à maintenant, c'était 272 points en 2019 et là il en a marqué 625. C'est la première fois qu'il rentre dans le top 100, on va dire des meilleurs coureurs du monde selon Pro Cycling Stats. Mais c'est totalement mérité et ça fait partie vraiment des coureurs qui ont été excellents. Arvind de Klein cette année à 24 ans. C'est pas la maturité pour moi pour Arvind de Klein, c'est qu'il a enfin eu une équipe au niveau de ses qualités physique. Jusqu'à maintenant, voilà, encore une fois, il était passé chez Joe Pearce, chez Metec, alors qui sont des bonnes équipes continentales, mais on parlait quand même d'un très bon coureur. Pour moi, c'était vraiment un coureur qui devait se retrouver dans une pro team. Je suis pas sûr que dans une World Team, ça serait pas trop haut. Voilà, un peu comme Aberasturi, que la marche ne serait pas trop haute. Mais dans une pro team, pour moi, c'est vraiment là où il s'exprime le mieux. Alors on verra l'année prochaine, parce qu'encore une fois, il y a eu un gros recrutement chez Tudor, notamment Dainese a été recruté dans cette équipe, notamment Trentin aussi. On a une formation qui va aussi avoir pas mal de sprinters, donc on va voir comment ça va se passer pour Arvind de Klein. Mais il peut encore vraiment très très bien s'en sortir, malgré l'arrivée de Merhofer, de Dainese. C'est encore un coureur qui peut faire je pense, du très très bon boulot dans les années à venir. Puis là, on a vu, il y avait quand même Alexander Kamp et il a réussi à bien sortir son épingle du jeu, malgré Alexander Kamp qui a fait une belle saison. Je trouve que Tudor, c'est une équipe, par rapport à Q36.5, il y a peut-être une force collective un peu moins forte cette année en 2023, mais je trouve qu'ils avaient des bonnes stars, ce qui leur a permis vraiment d'avoir des bonnes victoires, alors que Q36.5, il leur manquait peut-être ce super coureur. Alors, ils avaient Moschetti, mais Moschetti a mis un petit peu de temps avant de performer. Ils avaient un gros collectif, mais il leur manquait peut-être le coureur qui leur permettait un petit peu d'obtenir des résultats, le leader. C'est ce qu'a Tudor, c'est ce que n'a pas Q36.5. Je compare toujours ces deux équipes parce que c'est déjà deux équipes qu'on connaissent en Suisse, c'est deux équipes qui ont démarré à la même époque et c'est deux équipes avec des grosses ambitions en pro team. Donc c'est pour ça que je compare ces deux formations et je trouve que Tudor s'en sort un peu mieux, même si en termes de points UCI, je crois qu'ils sont derrière. Mais en termes de résultats, de victoires et de très bons résultats dans des bonnes courses, je trouve qu'ils sont un petit peu devant. Et grâce à Arvind de Klein, grâce à Alexander Kamp aussi, mais Arvind de Klein a fait vraiment du bon boulot dans cette formation. Et pour moi, voilà, c'est le sprinter qui méritait d'être dans une plus grosse formation. Eh bien, il a eu cette année les cartes en main et il s'en est extrêmement bien servi. C'est pas toujours facile. On a vu des mecs, je pense à Aberasturi, par exemple. Aberasturi, son passage C-Trek, ça a été un échec. Alors qu'il était très bon avec Cara-Rural, mais il n'a pas réussi à passer le step supplémentaire. Il y a d'autres coureurs comme ça qui étaient dans des équipes Pro Series, qui se sont retrouvés dans des World Team, qui n'ont pas réussi à s'en sortir en World Team. Parce que c'est pas toujours facile, avec une pression supplémentaire sur les épaules, en ayant plus d'adversité en interne, également dans ces formations. T'es pas forcément leader unique quand t'es sprinter. Là, Arvind de Klein, c'était pour moi le bon recrutement de la saison pour Tudor. Et bien ça s'est confirmé, encore une fois, avec ses excellents résultats. Après un néerlandais, on passe à un coureur belge qui a changé d'équipe cette année, qui est arrivé dans une nouvelle formation, une formation belge également, ancien champion de Belgique également, avec un profil de sprinter très puissant, gros gabarit. Là je disais qu'il n'y avait plus trop de Golgoth, lui c'est un gros Golgoth. Tim Merlier, le belge. Alors Tim Merlier, c'est un peu compliqué pour moi de parler de lui. Pourquoi ? Parce que
pour faire cette vidéo, pour faire même les différents top 10, alors je me rappelle de ce que j'ai vu dans l'année. Donc déjà, ça prend un petit peu de temps de se remémorer la plus de centaines de jours de course que j'ai vu dans l'année, de se souvenir de ce qui s'est passé dans les grands tours, de pas faire une fixette non plus sur ce qui s'est passé dans les grands tours, de se rappeler des gros sprints de l'année, ce qui n'est pas toujours facile, notamment les sprints qu'on a eu sur Paris-Nice, qui étaient plutôt des bons sprints, les sprints sur l'UAE Tour, qui étaient plutôt des sprints assez intéressants, mais qui sont des sprints de début de saison. Et il y a des coureurs il y a des courses que je ne vois pas dans la saison. Et il y a des coureurs, pas de chance, qui font beaucoup de courses que je n'ai pas vues cette saison. Donc, quand je regarde les top 10, je regarde aussi les bilans juste comptables. Bilan de la saison, c'est-à-dire le nombre de victoires, je regarde sur Pro Cycling Stats, et là je vois dans le classement des meilleurs sprinters, je vois Merlier. Je me dis, Merlier, je me rappelais de son sprint à Paris-Nice, après je me dis, mais en fait Merlier, je ne l'ai quasiment pas vu, parce que comme il n'a pas fait de grand tour, c'est sûr qu'à partir du mois de mai, moi je suis principalement les grands tours, et c'est vrai que je me disais, putain, c'est vrai que je l'ai peu vu. Alors j'ai regardé un petit peu son palmarès, et puis c'est vrai que son palmarès, il est pas mal quand même cette année, parce que vainqueur de 2 étapes sur le Tour de Slovaquie, le Grand Prix de Fourmies, où il y avait du beau monde, deuxième de la première étape du Rennes Tour, nouveau nom du Tour de Benelux, vainqueur de 2 étapes sur le Tour de Pologne, où on sait qu'il y a toujours une belle adversité du côté des sprints. Premier également de l'Edal Corse Critérium, vainqueur de Nocor Course, vainqueur également de la première étape de Paris-Nice à la Verrière, vainqueur également de 3 étapes sur l'UAE Tour, notamment le contre-la-montre du côté de Khalifa Port, c'est un contre-la-montre par équipe, et vainqueur également de la première étape du Tour d'Oman. Ce qui fait quand même une saison pas mal. Il manque les grands tours, c'est pour ça qu'il n'est pas mieux classé. Parce que bon, au bout d'un moment, il n'a quand même pas fait de grands tours. Donc, vous savez que sur les gros sprints, je l'ai peut-être moins vu. Mais c'est quand même pas une année mauvaise, même si normalement il arrivait chez Soudal Quick-Step, c'était pour participer au grand tour. C'est vrai qu'il avait beaucoup reproché à Alpecin. Le fait est que il s'était retrouvé presque à jouer. C'était un peu la dernière roue du carrosse. Avec Van Der Poel avait eu le Giro, avec Maresco l'année dernière. Caden Groves avec Philipsen avait eu. Non, pas Caden Groves, pardon. Parce qu'en 2022, il n'était pas chez Alpecin. Mais Jasper Philipsen avait eu le Tour de France. Et lui, il s'était retrouvé avec les restes. Et ça l'avait énormément meurtri, énervé, comme je dis souvent. Et ce qui fait qu'il avait décidé d'aller chez Soudal Quick-Step parce qu'on lui avait dit, tu feras les grands tours, tu deviendras un des sprinteurs majeurs de l'équipe. Bon, l'année dernière, on a laissé le Tour de France à Jacobsen. Je pense que ça a été une erreur quand on voit ce qu'a fait Jacobsen, et surtout par rapport au parcours du Tour de France. Pour moi, Merlier est un sprinter qui est plus polyvalent que Jacobsen. C'est pas quelqu'un qui va passer qui va passer les montagnes en tête non plus. Hein. C'est pas Wout van Aert, Tim Merlier. Mais par rapport à un mec qui franchit déjà pas un pont d'autoroute, Tim Merlier, c'est quand même un petit peu mieux. C'est quand même un gars qui a gagné 2 fois Nocor Corse. C'est quand même une classique pavée. Hein. Et qui a remporté le Bruges de Panne également, qui a remporté. C'était quelle course? Je me souviens plus, mais il avait remporté une étape du Tour d'Italie aussi, du côté de Tim Merlier. Et c'est vrai qu'il n'avait pas du tout apprécié comment on l'avait un peu traité, j'ai envie de dire, du côté de Alpecin. Mais le dommage, c'est que Soudal, il n'a pas fait de grand tour. Alors l'année prochaine, il fera un grand tour. Pourquoi? Parce que ils ont perdu quand même du monde au sprint. Hein. Du côté de Soudal Quick-Step, ils ont pu Jacobsen, ils ont pu Ethan Vermeulen non plus. C'est-à-dire que l'année prochaine, au niveau profil sprinter, c'est vrai que ça reste léger, hein, Soudal Quick-Step. À part s'il y a des gros recrutements de dernière minute, ce qui peut arriver. Mais c'est vrai qu'en pur sprinter, il y a Moscon qui sait sprinter, mais qui n'est pas un pur sprinter. Il y a Bert van der Berge qui sprint. Il y a Paul Magnier. Alors, Paul Magnier, nous l'ont mis comme sprinter. C'est plutôt puncher que sprinter, mais il n'y a pas forcément un pur sprinter qui sera du niveau de Tim Merlier. Donc, il aura déjà les coups des franches l'année prochaine. Mais quand on regarde, il ne s'est pas démotivé cette saison, alors que il n'avait pas forcément des top courses.
auquel il participait. C'est-à-dire que bon, le Tour de Slovaquie au mois de septembre, ça n'avait pas forcément rêvé, hein. Surtout au mois de septembre. Et bah, il s'est quand même bien débattu pour faire le classement du maillot vert. Sur le Tour de Pologne, là aussi, c'est parfois un peu démoralisant quand on va sur le Tour de Pologne, parce que c'est un peu presque un lot de consolation, parce que t'as pas fait le Tour de France. C'est toujours compliqué en plus le Tour de Pologne, parce que l'emplacement de la course, là, c'était en plein pendant les championnats du monde. Enfin, pendant ces semaines de championnat du monde, c'est toujours une course particulière, le Tour de Pologne, parce qu'il y a des coureurs qui sont en phase de récup, phase de retour. Les niveaux de forme sont très différents. Et bah, il a quand même fait des beaux sprints. Surtout qu'il y avait aussi un petit peu de monde quand même, hein. Il y avait De Klein, Gaviria, Gerben Thiessen, Paul Penwet, il y avait Agnoloski aussi dans cette formation, dans cette équipe. Il y avait Pasqualone, il y avait Menten aussi, il y avait encore Mareshko. Voilà, il y avait quand même du beau monde. Et il a réussi à faire du bon boulot. Donc voilà, moi je voulais souligner son niveau de performance pendant toute l'année et surtout la capacité qu'il a eu à rester concentré, ce qui n'est pas toujours simple quand on n'a pas forcément un top calendrier en deuxième partie de saison. C'est aussi un mec qui a fait comme 114 km d'échappée sur le Tour des Flandres. Voilà, c'est pas toujours facile. Et puis vainqueur de la première étape sur Paris-Nice. Et cette année sur Paris-Nice, on avait du très beau monde. Vainqueur également sur l'UAE Tour où il y avait du très bon monde. Donc c'est voilà, c'est toujours intéressant de voir la saison qu'il a réalisée. Il y a quand même des victoires. Si je compte le nombre de victoires, 1, 2, 3, 4, 5. Si je compte le maillot vert de l'UAE Tour, 6, 7, 8, 9. Tac, tac, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 en comptant les classements du maillot vert, donc ce qui doit faire 12 sans ces classements. Plus pas mal de places d'honneur, hein. Il a pas mal fait de top 5 aussi, hein. Là je vois deuxième des championnats d'Europe de gravel, deuxième de la première étape du René Vitour, donc ça j'en avais déjà parlé, mais il a pas mal de top 5 sur sa saison. Donc c'est bien pour un coureur qui n'a pas forcément eu le calendrier idéal, rester concentré à ce point-là, et puis bah, il a quand même remporté des sprints avec des beaux adversaires. Alors certes, c'était peut-être pas sur les grands tours, mais il a fait face à une grosse adversité. Donc c'est important de le souligner aussi, parce que c'est important de gagner des sprints sur des grosses courses, mais c'est aussi important de battre des gros adversaires, d'avoir des courses avec des grosses densités. Et lui, il a eu des courses avec des grosses densités. Tous les sprinteurs ne peuvent pas en dire autant. On passe au suivant et on rentre déjà à la 6e place. Le 6e de ce classement faisait partie des révélations l'année dernière, de mon top 10 révélations, qui arrivera plus tard dans des vidéos. C'est un coureur italien, spécialiste de la poursuite, mais qui n'est pas Filippo Ganna. C'est son meilleur copain, j'ai envie de dire. C'est Jonathan Milan, l'Italien, qui a remporté une victoire d'étape cette année sur le Giro, vainqueur également du classement par points de ce Giro, vainqueur également d'une étape du Tour de Ganzi cette année, 4 fois deuxième sur le Tour d'Italie. Il a été d'une énorme régularité, deuxième également de la première étape de ce Tour de Ganzi, et puis également vainqueur d'une étape du Saudi Tour, et une fois deuxième également à Abu Raqqa. Il avait pris la deuxième place sur ce Saudi Tour. 52 jours de course, là aussi c'est pas énorme, mais je rappelle que Jonathan Milan a la particularité de faire également de la piste, donc c'est vrai qu'il jongle un petit peu avec ces deux disciplines. Et notamment au mois de juillet, fin juillet, début août, il était au championnat du monde, ce qui fait qu'il y a eu cette grosse coupure après le Tour d'Italie. Sur le Tour d'Italie, il a été impressionnant. Impressionnant parce qu'il a fait des sprints très costauds. Le sprint qu'il gagne, c'est un sprint au moins de 300 mètres. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont capables de faire ça. Il y a Pedersen, il y a Jonathan Milan. Donc ça montre quand même, il y a Alexander Kristoff quand il était dans ses grandes années. En plus, il est très jeune. C'était sa première année. C'était pas sa première année, mais c'est vrai que 2022-2021, il n'avait pas dû courir non plus énormément. Il avait fait 37 jours de course en 2022 et en 2021, et il avait fait 34 jours de course. Donc c'est l'année où il a le plus couru, quasiment.
parce que c'est toujours un mec qui a fait beaucoup de pistes et donc qui a très peu de jours de course sur route. En fait, il a encore très peu d'expérience quand je regarde à ses courses professionnelles. Oui, voilà, il a, allez, dans sa carrière, il doit avoir 200 jours de course, à peine, à peine. Et pourtant, il est professionnel depuis 2021. Mais c'est un coureur voilà, qui fait également pas mal de pistes. Il a été performant sur la piste en passant Jonathan Milan. Il a pris la 3e place, je crois me rappeler, en poursuite individuelle. Et puis il est dans cette Dream Team italienne avec notamment également Simone Consoli. L'équipe de poursuite qui remettra son titre en jeu lors des Jeux de Paris. Hein, et ça sera peut-être un énorme match parce qu'on a vu le Danemark cette année, c'était du solide. Mais Jonathan Milan, ouais, ça fait partie des grands gabarits du sprint. Il est impressionnant quand il sprint, Milan. Il y a les épaules, la tête qui part de partout. Il se donne vraiment à fond. C'est peut-être pas forcément celui qui se place le mieux. Sur le Tour d'Italie, il a eu la chance d'avoir Pasqualone, et ça s'est bien passé avec Pasqualone, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est surtout qu'il a été très costaud pour moi physiquement. Il a été en capacité de faire des énormes sprints. Je pense que ses qualités de la piste, il s'en sert très bien sur la route. Il a des capacités à résister à la douleur. La piste, c'est quand même un effort lactique et la poursuite, c'est quand même un effort qui est terrible. 4 km à fond, à haute intensité. Et ses capacités à tenir l'acide lactique, à résister à la douleur des muscles qui brûlent, parce qu'il faut avoir l'habitude de résister à cette douleur-là, eh bien, je pense que ça lui sert énormément dans ses sprints, et c'est sa capacité dans les sprints longs qui lui fait vraiment gagner des courses et qui lui fait faire des bons résultats. Et sur le Tour d'Italie, il s'est souvent servi de ses sprints longs. Parfois, il a échoué à pas grand-chose, hein, à la 2e place. Je crois que face à Dainese, me rappeler, ça échoue à une demi-roue. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais il a vraiment fait une très belle saison. Voilà, donc il faut saluer le gros travail qu'il a effectué cette année avec sa formation au Bahreïn. Et puis l'année prochaine, il arrive chez Lidl Trek. Et ça, c'est l'une des très grosses recrues de Lidl Trek. Contrat de 3 ans. Lui, ça peut être la future pépite du sprint. Alors, il va peut-être même y avoir match avec Pedersen. Parce qu'il passe aussi très bien les côtes. Hein. Je vous rappelle l'année dernière sur le Tour de Croatie. C'est aussi un sprinter qui est très polyvalent. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour moi vraiment c'est un des sprinters de l'année, même si on l'a assez peu vu, c'est vraiment un des sprinters de l'année. Et en plus il a un petit frère qui sera l'année prochaine dans l'équipe de développement de la Lidl Trek, coureur qui a 20 ans. Alors j'ai pas trop d'informations sur lui. Cette année il a fait notamment le Tour d'Alsace. Et il a l'air d'être bon sur le chrono. Pas beaucoup plus d'informations. Vous savez que pour les jeunes coureurs, pour Cyclingstat n'a pas toujours toutes les infos. 8e du chrono du Tour de Zeekerland, hein, en Roumanie. Toujours compliqué à dire. Et 13e d'une course en Italie qui s'appelle le GP General Store. Voilà. C'est un coureur qui a 20 ans. On verra ce que ça donnera Matteo Milan du côté de l'équipe de développement de la Lidl Trek l'année prochaine. Allez, on passe tout de suite au top 5. Premier coureur de ce top 5, on parle d'une machine de guerre qui arrive à broyer ses vélos. On parle d'Arnaud Delis, le Belge de la Lotto Destiny, qui était l'une des révélations l'année dernière avec Olaf Koy, continue à être performant. C'est vrai que j'avais émis des doutes parce qu'il avait fait un gros début de saison. Il remporte notamment la première course auquel il participe, la première course en Europe, la Classica Communitatea Valensana 1969, qui était assez compliquée l'année dernière parce qu'ils avaient inversé le parcours. Il y avait une petite côte dans le final qui était difficile, même si les conditions climatiques étaient plutôt bonnes. Il faisait une quinzaine de degrés. Il y avait du beau soleil. Ensuite, il remporte 2 étapes sur l'étoile de Bessèges et il finit 7e du général. 2e de la Classica d'Almeria, 2e du Umloot et Newsblad. Donc ça, c'était un très très bon résultat à cet âge-là. 7e de Kurn-Bruxelles-Kurn. Et puis, à partir de Paris-Nice, ça s'est dégradé. Son mois de mars, c'est pas fou.
Après le Grand Prix d'ouverture, voilà, ça se passe pas terrible sur Paris-Nice. Alors il y a une 5e place, mais il abandonne. 95e de Milan-San Remo, lâché extrêmement tôt. Il craque très loin de l'arrivée. 42e de Gand-Wevelgem. 50e de Paris-Roubaix. Bon, voilà. Il passe un peu au travers dans ce mois de mars. Et j'avais dit quelques fois pendant les vidéos cyclistes de cette période, quand on parlait de d'autres coureurs, j'avais dit il a du mal à confirmer pour le moment. Hein. J'avais dit c'est un peu pareil pour Lofcos, c'est-à-dire ils ont du mal à enchaîner sur des gros résultats. Sauf que derrière, il m'a fait mentir. Vainqueur du Grand Prix du Morbihan, deuxième du Trobro-Léon, vainqueur également de la deuxième étape du Tour de Wallonie. Il a remporté également la Poly-Normande et le Mémorial Jeff Sheeran, le Tour de l'Aubaine. Vainqueur également du classement des jeunes et du classement par points du René-Oui Tour. Vainqueur du Grand Prix de Québec, sa première victoire sur une classique World Tour, qui a débloqué des choses parce qu'ensuite il a enchaîné les très bons résultats. Deuxième de Paris-Bourges derrière. Arnaud Démarre, avec où il déraille complètement. Vainqueur de la Lotto Ardennes Classique. Pourtant, il perd les pédales. Circuit il a gagné également. Il a vainqué le circuit franco-belge. Et puis bon, sur le Tour de Gandhi, ça a été un peu plus compliqué, mais on était en fin de saison. Il a enchaîné les très très bons résultats, Arnaud Delis, avec ce physique toujours impressionnant. 1,82 pour 78 kg. C'est vrai qu'il a un physique... il en impose et il peut jouer des épaules. Et ce qui fait que c'est un coureur qui est ultra puissant. Moi, ce qui me fascine, comme Jonathan Milan, de toute façon, c'est la capacité qu'a Arnaud Delis à faire des sprints surpuissants. Arnaud Delis, il est capable de faire des sprints lui aussi de 250, 300 mètres. Il est capable de faire des sprints très longs. Je trouve que là où il est le plus fort même, c'est sur les sprints longs. C'est pas forcément sur les sprints ultra courts. Là, je trouve que, par exemple, il est moins bien qu'à Olaf Koy sur ce format-là de sprint 200 mètres. Par contre, sur les sprints longs, je trouve qu'il est vraiment excellent. Pour l'année prochaine, on l'attend sur son premier grand tour. On ne sait pas si ça sera le Tour de France, si ça sera le Tour d'Italie, si ça sera le Tour d'Espagne, mais on attend enfin Arnaud Delis sur un grand tour. Et puis surtout, alors cette année, il pouvait dire j'ai encore Caleb Ewan. Caleb Ewan n'a pas fait de grands résultats, mais il va devenir le leader de cette formation, le grand leader du côté du sprint, parce que il se retrouve orphelin de Caleb Ewan. Alors bon, Caleb Ewan cette année ça n'a pas été foufou, et il fait partie de cette reconstruction de la Lotto. La Lotto a eu des grandes difficultés depuis 2015, et je trouve que Arnaud Delis, c'est presque la première pierre de la reconstruction avec Alex Segert, avec Van Etvelt, de toute cette génération de jeunes coureurs belges qui a rejoint la Lotto Destiny, qui a été parfois formée par la Lotto Destiny et qui fait vraiment du très très bon travail depuis quelques temps. Et puis là, on a des bons éléments qui arrivent. Il sera sous les ordres de Tony Galopin. On verra les conseils que pourra lui apporter Tony l'année prochaine. Mais c'est vraiment un mec qui a fait encore une bonne saison. Je rappelle, il a 21 ans. On parlait tout à l'heure de Dainese avec 6 victoires. Lui, il a 21 ans, il en est à 19 victoires. L'année dernière, il en avait fait 11, 8 cette année. C'est quand même peu de coureurs sont en capacité de dire ça, et peu de coureurs ont eu ces statistiques-là à 19 ans, à part peut-être le prochain sur la liste de cette vidéo. Et puis il a un frère qui est dans l'équipe développement de la formation Lotto. C'est Axel Delis qui a 24 ans, qui est plus vieux que lui. Qui a notamment cette année fait le Tour du Danemark, qui a fait également le Tour de Namur, où il a pris la 3e place sur l'étape de Couvin. Il a fini également, il a fait Paris-Cheny, par exemple, cette année. Voilà, c'est un coureur qui avait commencé en 2019, et puis bon, voilà, il était resté dans son club de Chevigny. Et puis bon, avec l'arrivée et le bon niveau de performance qu'a eu Arnaud Delis, ça lui a permis d'aider son frère à arriver dans une équipe continentale, dans cette équipe Lotto Destiny, qui est très intéressante. Hein. C'est vraiment une équipe où ils font du bon travail, avec notamment le fils de Michael Rogers, Cameron. Puis on voit, il y a Victor Verschave aussi qui était dans cette formation. Voilà, c'est une équipe qui fait vraiment du bon boulot. Et puis l'année prochaine, ils auront notamment le jeune Mathis Grisel
qui a 18 ans dans cette équipe. Il y aura donc Axel Delis également. Voilà, il y aura également un Ukrainien, Danil Yakovlev, qui sera dans cette formation avec des coureurs qui ont entre 18 et 17 ans, sauf Axel Delis, qui a 24 ans, qui est presque le vieux de la bande de cette formation. On passe tout de suite au 4e de ce classement, celui qui est à la place du con. Le 4e de ce classement, et c'est un certain Olav Koy, le coureur néerlandais, coureur qui est un petit peu la révélation de la saison dernière, comme Arnaud Delis. Il a encore enchaîné les victoires cette année, avec quand même une apparition, une différence par rapport à son année 2022, c'est qu'il est allé sur des courses un peu plus difficiles. Je pense notamment sur Paris-Nice, où il remporte 2 belles étapes. On l'a vu également sur le Tour de Grande-Bretagne avec Wout van Aert. Ils ont fait une démonstration avec 4 victoires. Enfin, où il a fait une démonstration avec 4 victoires en 4 jours. On l'a vu également sur le Tour de Guernsey en fin de saison, où il remporte 2 étapes. Il remporte également une étape du Tour de Pologne. Sur le ZLM Tour qu'il a remporté, il remporte également la dernière étape. Les 4 jours de Dunkerque, 2 victoires d'étape également. Il a encore enchaîné les victoires, les résultats, pas mal de deuxième place, de place d'honneur aussi, où il a enchaîné les beaux top 5. Donc 22 ans et 28 victoires déjà à son palmarès. C'est un coureur qui est vraiment assez exceptionnel. Dans un profil, je disais, contrairement à ses 2 petits camarades, profil plutôt sprint court du côté de Olav Koy, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des sprints 200, 225 mètres. C'est des sprints très courts, mais surpuissants. Comme était capable de le faire un Cavendish, qui est toujours capable de le faire, un Cavendish, mais un Caleb Ewan aussi. On est plutôt sur des sprints très courts, mais assez surpuissants. Et cette capacité à énormément tourner les jambes aussi du côté de Olav Koy. Ça, c'est vraiment sa grande force. Et on le voit sur cette saison, encore une grosse dizaine de victoires de remportées. C'est l'un des sprinteurs les plus prolifiques sur les 2 dernières saisons. Alors maintenant, ce qu'on attend aussi comme Arnaud Delis, c'est de le voir sur un grand tour. C'est la prochaine étape. C'est vrai que cette année, il est monté d'un step au niveau des courses. On l'a vu sur des World Tours, ce qui n'était pas le cas, ce qui était beaucoup moins le cas les années précédentes. Maintenant, ce qu'on attend après le World Tour, ce sont les grands tours, et on aimerait le voir sur une de ces courses. Pour l'instant, il n'y a pas de course à son programme, mais on est encore loin. On est le 28 novembre. Ce genre d'information arrive bien plus tard dans l'année. Mais pour moi, Olav Koy, c'est le prochain objectif. Il aura en plus, il vient d'avoir 22 ans, donc c'est un coureur qui est très jeune et qui est maintenant dans une phase où je pense qu'il peut faire un grand tour. La question est de savoir lequel. Est-ce qu'il sera sur le Tour d'Italie avec Wout van Aert ? Est-ce qu'il sera sur le Tour d'Espagne ? Est-ce qu'il sera sur le Tour de France ? Difficile à dire. Mais peut-être qu'il sera sur le Tour d'Italie, parce que déjà ça se passe plutôt bien avec Wout van Aert, et que Wout van Aert vise plutôt le général sur le prochain Tour d'Italie. De ce qu'on a compris en interview, il vise pas trop les victoires d'étape, donc ça peut être vraiment intéressant pour Olav Koy, parce que on sait que le duo marche très bien, et en plus, on sait que sur le prochain Tour d'Italie, il va y avoir énormément d'opportunités pour les sprinteurs. C'est un tour qui va être très prolifique de ce côté-là, donc ça peut vraiment lui convenir. Après, il faudra voir quelles seront les oppositions également. Est-ce qu'il sera face à Arnaud Delis ou est-ce qu'Arnaud Delis sera plutôt sur le Tour de France ? C'est des questions qu'on peut encore se poser. Et puis après, Olav Koy, l'avantage en plus, c'est que s'il faisait un Tour d'Italie, après il y a la solution de faire le Tour de France, mais je pense que ça peut faire partie des coureurs qu'on emmènera sur les Jeux Olympiques. Et encore une fois, le parcours des 280 km, il faudra gérer physiquement
Olaf Koy, du côté des Pays-Bas, ça fait partie vraiment peut-être de l'arme la plus intéressante pour cette formation pour les prochains Jeux Olympiques. Donc on sait que c'est un parcours qui peut lui convenir. Et au sprint, s'il est bien emmené, et il peut être bien emmené notamment par un Danouleux, ça peut faire vraiment, ou même Van Poppel, ça peut faire vraiment des belles étincelles, cette équipe des Pays-Bas sur le parcours des prochains championnats, enfin des Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudra surveiller, tout simplement, du côté d'Olaf Koy. Mais voilà, encore un enchaînement de très bons résultats. Il fait maintenant partie des top sprinters, hein. Il est dans le top 5 des meilleurs sprinters au monde aujourd'hui, Olaf Koy. Et à 22 ans, c'est déjà très très bien. Il a même effacé un petit peu des tablettes d'Ilan Ronewegen. On passe tout de suite au concurrent numéro 3. Concurrent numéro 3, première marche du podium. Eh bien, c'est Caden Groves, la première marche du podium. Caden Groves, super Volta cette année. Il a été impressionnant sur la Volta. Une victoire d'étape également sur le Tour d'Italie. Vainqueur du maillot de meilleur sprinter sur le Tour d'Espagne. Deuxième de la Sparkassen Musterland Giro. Deuxième de la Lotto Faden Ardennes Classique. Sur le Tour d'Italie, donc il a remporté l'étape 5 qu'il a abandonné à la 12e étape. Deux troisième place également, vainqueur de la Volta Limbourg Classique où il avait été impressionnant, vainqueur également de 2 étapes sur le Tour de Catalogne, notamment une étape où il avait crevé à 4 km de l'arrivée et qu'il avait dû changer de roue. Troisième également de la Schwalbe Classique, c'était en début de saison. Quatrième du prologue du Santos Tour de Nander. Le changement d'équipe lui a fait beaucoup de bien. Alors déjà, il avait très très bien fini avec Bike Exchange. C'est vrai que c'est un coureur qui avait bien fini, mais son arrivée chez Alpecin, il est arrivé dans une structure qui maîtrise parfaitement le sprint. Aujourd'hui, Alpecin de Koenig, ils ont une maîtrise de comment envoyer des sprints, de comment faire un train excellent pour lui. La question par contre, c'est qu'il a un contrat pour l'année prochaine, ce sera sa dernière année de contrat avec Alpecin. Est-ce qu'il continuera du côté de cette formation parce que il se retrouve en concurrence avec Jasper Philipsen, mais je pense que les deux peuvent vraiment travailler ensemble, être sur des courses différentes, mais tout dépendra de est-ce que Caden Groves aura le droit d'aller sur le Tour de France, parce que c'est son objectif, je pense maintenant, c'est de faire son premier Tour de France, sauf que s'il est barré par Jasper Philipsen, ça peut un peu bloquer, sauf que Jasper Philipsen, il prévoit peut-être également une participation aux Jeux Olympiques, et que là, ensuite, il peut y avoir des questions qui peuvent se poser, mais Caden Groves, c'est du solide. Aujourd'hui, c'est un sprinter, on a vu sur le Tour d'Espagne, il était super bien emmené et il sait gérer les sprints. Alors oui, il y a eu quelques ratés quand même sur le Tour d'Espagne, parce que ça n'a pas été parfait non plus sur son Tour d'Espagne, notamment l'étape remportée par Turgot, c'était pas par Turgot, par Geoffrey Soupe. Il se rate un peu, mais il gagne quand même 3 étapes, notamment la dernière, qui était pas simple, parce qu'il y avait un petit groupe qui s'était échappé dans le circuit autour de Madrid. Et puis c'est le mec aujourd'hui qui est le plus impressionnant au sprint. Je crois, c'est vrai que derrière Philipsen, pour moi, c'est l'un des mecs les plus impressionnants et surtout il est très régulier, Caden Groves. Donc c'est vraiment une de ses forces aussi sur des sprints vraiment là aussi on est vraiment sur un profil typé Greppel Cavendish, on va dire comme format de sprint, mais on voit les progrès. L'année dernière il était 106e au niveau du ranking Pro Cycling Stats, cette année il est 27e, donc il y a eu un énorme progrès et ça c'est la force de cette formation, parce que Caden Groves c'est un mec qui a besoin d'être emmené, qui a besoin d'avoir confiance un petit peu dans son train, et l'étape qu'il avait remportée sur la Volta l'année dernière avec Bike Exchange, c'est l'étape où Bike Exchange avait été le plus performant dans l'approche du sprint. Ils avaient vraiment fait du bon boulot dans l'approche du sprint sur cette étape-là, où ils avaient vraiment fait un très bon travail avec le vent. C'était une étape où on arrivait le long de la mer, et ils avaient été vraiment en place, très performants, et lui il lui faut de la confiance. Mais Alpecin avait fait la même chose avec Jasper Philipsen. Jasper Philipsen chez UAE, ça marchait pas de manière exceptionnelle. Il arrive tout de suite chez Alpecin, ça marche tout de suite, parce que Alpecin c'est un peu du UAE du sprint.
voilà, c'est une équipe qui a déjà un nombre de talents pour emmener. Vous avez du Mathieu Van Der Poel, vous avez du Sylvain Didier. Aussi, vous avez une équipe de rouleurs carrément de très bonne qualité. Et ça permet de faire la différence aussi. Quand vous avez un train de qualité, bah, derrière, hein, c'est vrai que c'est plutôt facile de remporter des sprints. Quand le train n'est pas en place, c'est toujours un peu plus compliqué. On passe tout de suite au deuxième dans ce classement. Le deuxième dans ce classement est celui qui m'a fait peut-être la plus forte impression sur un sprint cette année. C'était du côté de Limoges, c'est Mats Pedersen. Mats Pedersen, il se bonifie avec le temps. Voilà. C'est-à-dire qu'il progresse encore, on le voit. Hein. C'est un mec qui était déjà bon, mais il progresse. Il progresse. Alors, on l'a vu l'année dernière, il a fait une énorme Vuelta. Cette année sur le Tour de France, bah, il arrive encore à gagner sa petite étape. Et quelle étape il a remporté? C'est-à-dire l'étape de Limoges, il fallait aller la chercher sur un petit faux plat montant. Il déclenche à 330, 340 mètres de l'arrivée. Donc il déclenche super loin. Et puis il a été quand même présent dans les différents sprints. À Nogaro, il est 10. 9e Non, ça c'était le chrono à Combloux, pardon. 5e à Bourg-en-Bresse et à Poligny. 4e du sprint à Paris. 5e à Moulins. Et pourtant, sur le dernier Tour de France, il y avait quand même du travail à faire pour son leader, Giulio Ciccone. Donc c'était pas forcément évident, mais il a réussi à faire vraiment des sprints de qualité, bien entouré aussi, hein, parce que même Giulio Ciccone roulait pour lui dans les sprints. Et là, il a fait vraiment le job. Vainqueur également du général du Tour de Danemark et de la dernière étape, vainqueur également de la Bemers Classique. 4e de Paris-Roubaix, 3e du Tour des Flandres, 5e à travers la Flandre, 5e de Gand-Wevelgem, 6e de Milan-San Remo, 14e du Grand Prix E3. C'est le coureur qui a été, je crois, le plus régulier sur les classiques flandriennes. Vainqueur également du contre-la-montre de Alès sur l'étoile de Bessèges. 2e de l'étape de Bellegarde. Vainqueur de l'étape de Fontainebleau sur le dernier Tour de France, et c'était pas sur le dernier Paris-Nice, et c'était pas l'étape la plus facile. C'est un mec qui est capable de remporter une étape à Naples sur le dernier Tour d'Italie également, et de prendre une deuxième place du côté de Melfi. Il était même bien embarqué pour aller chercher le maillot vert, hein. C'était l'adversaire numéro 1. Enfin, le maillot vert, pardon, le maillot de meilleur sprinter, le classement par points, pas du tout le maillot vert sur le Tour d'Italie, le maillot cyclamen plutôt. Il était bien parti pour aller le chercher ou aller menacer Jonathan Milad. Bon, l'abandon ça a changé un petit peu la donne. Et puis après, sur le Tour de France, il a été performant, sur le Tour du Danemark, performant. En fait, il a été présent pendant toute la saison. Deuxième des championnats d'Europe aussi. Deuxième du Grand Prix d'Espagne, 7e du championnat d'Europe, 3e de l'espace Sun Musterland Giro dans cette échappée magique où il y avait la porte, où il y avait du beau monde sur cette course-là. Donc non, il a fait du très bon travail, il a fait une très grande saison, tout simplement. Là, il n'y a pas grand-chose à dire de la part de Mats Pedersen. C'est-à-dire qu'encore une fois, il se bonifie avec le temps, de plus en plus, et il fait vraiment maintenant un très grand niveau de performance. Donc aujourd'hui, ça devient un très très bon coureur. Il était déjà bon, mais maintenant, ça devient vraiment l'un des meilleurs du côté du sprint, et surtout sur ce profil sprint en pente, où là, je crois qu'il excelle vraiment par rapport à ses adversaires. Donc, on voit que dès qu'il y a un peu de pente, dès qu'il y a un peu de faux plat montant, ça devient presque le favori parce qu'il est vraiment très très costaud dans ce type de sprint. On passe tout de suite aux mentions honorables. Vous savez, ces coureurs qui n'étaient pas suffisamment bons pour entrer dans le top 10 mais qui ne sont pas quand même des branquignoles. Je commence avec Dylan Groenewegen. Pourquoi il ne fait pas partie du top 10? Il manque sa petite victoire sur le Tour de France. Il a été placé sur le dernier Tour de France, mais il lui manque la victoire. Donc ça, je pense que ça a été ce qui a fait la différence. Il a peu gagné. Il a fait beaucoup de places d'honneur, mais il a en fait assez peu gagné. Alors il a gagné 2 étapes sur le Tour de Slovénie, une étape sur le Tour de Hongrie, une étape également sur l'UAE Tour et une étape sur le Saudi Tour. Mais c'est vrai qu'il a peu gagné sur la saison. Après, c'était
sa deuxième année chez Bike Exchange, Jaiko Alula. Il reviendra l'année prochaine. Il a encore un contrat jusqu'en 2025, donc il a un contrat longue durée. Voilà, il lui manque encore ces petits résultats, c'est-à-dire que bon, c'est quand même un sprinter de qualité, c'est un sprinter qui est très très puissant, Dylan Groenewegen, mais cette année il lui manque le gros résultat. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'est que dans ce classement des mentions honorables. Philippe Ogana, alors vous allez me dire, t'es complètement taré, Philippe Ogana c'est un rouleur. Oui, mais quand on voit son niveau de performance qu'il a eu sur la dernière Volta, c'est un peu plus qu'un rouleur. Quand on voit également ce qu'il a fait sur le Tour de Wallonie, c'est intéressant. Non, je me dis, quand on voit son niveau de performance sur le dernier Tour d'Espagne au niveau des sprints, on se dit qu'il y a peut-être une carrière à tenter du côté de Philippe Ogana, et je trouve que ces sprints étaient très intéressants. C'est pour ça que je l'ai mis parmi les mentions honorables. Il avait fait également 2 sprints sur le Tour de San Juan en tout début de saison. C'était à l'Alto Colorado et à Barreal, voilà, où il prend la 3e et la 2e place aussi, et 2e troisième à Barreal, pardon, l'Alto des Colorado, c'était en montée. Mais voilà, il a été très performant sur la saison. Ghana, et voilà, quand il fait son sprint à Barreal, il est derrière Sagan et Gaviria, hein, mais il est devant Lampard, il est devant Tivani, il est devant Quinn Simons. Bon, voilà, c'est intéressant, donc c'est un mec qui progresse. Gerben Tyson, alors déjà je l'aurais pas mis dans le top 10 parce que vu ce qu'il a fait en fin de saison avec son comportement raciste. Donc déjà, de fait, à partir du moment où il avait fait ça, il ne rentrait plus dans le top 10. C'est comme dans un autre classement, on parlera de Arlis Aolar. Il y a un autre problème également de ce côté-là. Bon, il a eu des résultats, hein. Tyson fait partie des coureurs qui ont énormément progressé. C'est vrai que son passage chez Intermarché lui a fait beaucoup de bien. Chez Lotto, il avait du mal un petit peu à s'exprimer. C'est un pur produit lui aussi. Il est passé par la Lotto U23 dans sa jeune carrière. Mec qui vient de Gand, en Belgique. 4e de l'étape numéro 7 du Tour de Pologne. Vainqueur également de la Ronde van Limbourg. Vainqueur également de la Corsair Classic. Du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Toujours un grand rendez-vous pour les sprinters en début de saison. Mais forcément, le geste qu'il a fait avant ce tour de Guangxi avec un de ses équipiers, plus le fait que de toute manière il manquait encore quand même un petit peu des top résultats, notamment sur les grands tours, font que ça en priorité, l'imitation des yeux bridés, plus un manque de résultats, forcément ça fait qu'il n'est pas dans le classement des coureurs du top 10. Mark Cavendish, c'est dommage, s'il y avait eu la victoire sur le Tour de France, je dis pourquoi pas le top 10, parce que comme il en a gagné une sur le Tour d'Italie, l'objectif l'année prochaine, on a bien compris, c'est d'aller chercher la victoire, et tout est mis en place pour Astana pour qu'il aille chercher la victoire, pour aller chercher le record d'Eddy Merckx. Ça sera son objectif principal. Ça m'étonnerait pas même qu'il prenne sa retraite après, c'est-à-dire après le Tour de France. On l'a peu vu en deuxième partie de saison après sa chute sur le Tour de France. Il a fait le Tour de Turquie, mais il n'a jamais été vraiment dans le coup. Et puis sur le Giro, donc il avait remporté l'étape de Rome. Il avait fait 3e à Tortona, 4e à Salermo également. 3e du Shell des Prize. Du Grand Prix de l'Escaut, donc le 5 avril. Il a pris également la 3e place sur l'UAE Tour. Son début de saison avait été un petit peu compliqué, mais ensuite il a réussi à trouver les ressources, et son Tour de France était très intéressant. Bon, voilà, il lui a manqué cette chute à Limoges qui lui coûte très cher, bien entendu, mais c'est vrai que cette étape de Bordeaux lui a pas manqué grand chose. Il lui a manqué un peu de fiabilité sur son vélo. Juan Sebastián Molano,
vainqueur cette année d'une étape sur le Tour de Gandhi, d'une étape sur la Vuelta, d'une étape également sur le Tour de Burgos, d'une étape sur l'UAE Tour, vainqueur également du Grand Prix de Denain, coureur qui a été intéressant. C'est un sprinter qui joue des coudes. C'est sûr que c'est pas le sprinter le plus classe au monde, hein, Molano, il joue des coudes, bon, voilà, il joue des épaules, hein, il n'hésite pas à sortir les coudes et à faire son chemin, on va dire. C'est vrai qu'il a tendance à être dangereux, Molano, mais ça reste un sprinter qui obtient des résultats dans une équipe où c'est jamais facile pour les sprinters, parce que UAE, voilà, c'est pas l'équipe, la structure la plus facile. Le sprint, c'est pas la priorité chez UAE. Hein. La priorité chez UAE, c'est la montagne, c'est les classements généraux. Et c'est le seul qui arrive un peu à être à son niveau, parce que Karman, c'est pas ça. Gaviria, c'était compliqué aussi. Jasper Philipsen, c'était compliqué aussi. Pour moi, c'est le seul qui arrive vraiment à performer au niveau de son talent. Donc c'est déjà une force dans une structure comme celle-là. Et il fait du bon boulot, Molano, quand même, en termes de résultats. C'est un mec qui commence à avoir 24 victoires au niveau de son palmarès, 8 grands tours. Jamais le Tour de France. Chez UAE, c'est compliqué. Mais peut-être que l'année prochaine, il aura sa chance sur le Tour de France pour tenter de jouer des sprints. C'est un mec qui sait, qui sait faire son chemin. Sam Welsford, c'est un peu le même profil que Molano, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sortent pas mal les coudes. Il vient de la piste, hein, Welsford. Intéressant quand même Welsford cette saison. Vainqueur d'une étape sur le René Witt Tour, d'une étape également sur le tour de 2 étapes même, sur le Tour de San Juan, des top 10 sur l'UAE Tour, le vainqueur du Grand Prix Criquet-Lyon, un bon mois de mars, mois d'avril, avec notamment 3e du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, 2e du Grand Prix de l'Escaut, 3e de la Breden Corsai Classique, 3e de la Benandal Classique également, des top 10 également sur le CLM Tour. Dommage, c'est son Tour de France. Ça s'est pas du tout bien goupillé sur son Tour de France. Et s'il y avait eu un top 5, s'il y avait eu des résultats intéressants sur le Tour de France, il aurait fait partie du top 10. Mais le fait est que sur ce Tour de France, ça s'est pas bien passé. Je dirais que sa deuxième partie de saison, à part sa victoire sur le René Witt Tour, ça a été compliqué. Donc l'année prochaine, il est chez Bora. On espère qu'il y aura les résultats, même si maintenant Bora, c'est plutôt la montagne que les sprints. On verra quand même ce que ça donne pour Sam Welsford, avec une belle équipe quand même autour de lui l'année prochaine pour le lancer. Et puis je termine avec Phil Boaos parmi les mentions honorables. Il a eu des résultats sur le Tour de France, il lui manque la victoire, et puis c'est dommage, il abandonne sur l'étape de Courchevel. Sur le Tour d'Allemagne, il a également une 4e et une 2e place. Sur le Tour de Slovénie, 3e et 2e. 4e et 2e sur le Tour de Hongrie. 2e et 6e sur Tirreno Adriatico avec également une 4e place. Vainqueur de la première étape du Tour de Nander. Alors, on va me dire, seulement une victoire cette année, c'est pas exceptionnel. Oui, mais alors combien de places d'honneur, notamment sur le Tour de France? Il fait 2 fois 3e, 1 fois 2e sur l'étape de Bayonne, 7e également sur l'étape de Bordeaux, donc ça c'est vraiment excellent. Donc on voit que c'est un mec qui arrive à faire énormément de bons résultats. Avec un peu plus de structure autour de lui, un meilleur train, ça pourrait être très intéressant. L'année prochaine, ça sera sa fin de contrat chez Bahreïn. Il pourrait devenir intéressant pour des formations qui seraient en mal de sprinter, surtout qu'il aura 30 ans l'année prochaine. Donc il est encore vraiment dans une situation où il peut énormément progresser à l'avenir. Donc ça peut être très intéressant pour lui et pour des équipes de cyclisme. On passe désormais au grand vainqueur de ce classement du top 10 des meilleurs sprinteurs de la saison 2023. Le vainqueur de ce classement, il est belge, il est chez Alpecin, il arrive à avoir comme poisson pilote Mathieu Van Der Poel, c'est Jasper Philipsen. Que dire de la saison de Jasper Philipsen, hein. Bon, c'est un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que au niveau du sprint, quand il est au départ, c'est dur d'aller chercher autre chose que la 2e place. 42 victoires déjà dans sa carrière. Cette année, il a remporté 4 étapes sur le Tour de Turquie avec le classement par points, vainqueur de l'étape de la course Visit Friesland
Elfstedenres, Paris-Chauny. Il a remporté également le Kampenschaft van Vlaanderen, la Xina Volkspreis. Il a remporté également la première étape du Rennes Tour. Il a remporté également sur le Tour de France l'étape 3, l'étape 4, l'étape 7 et l'étape 11. Deuxième de l'étape de Paris. Vainqueur également de la première étape du Tour de Belgique. Vainqueur de le Bruges de Panne. Vainqueur également du Grand Prix du Schelde Price. Deuxième de Paris-Roubaix, derrière son leader Mathieu Van Der Poel, vainqueur également à Foligno sur Tirreno Adriatico et sur l'étape numéro 7 à San Benedetto del Tronto. Que dire, voilà, c'est encore une énorme saison de la part de Philipsen. Sur le Tour de France, on voit qu'il est au-dessus aujourd'hui, on sent qu'il est vraiment au top en ce moment. Ça devient le leader du côté des sprints. C'est vrai que chez UAE, je disais, ça ne passait pas comme il le souhaitait. C'est un coureur, on nous avait dit très vite qu'il y avait un potentiel en lui. C'est un coureur donc, à qui on a mis très vite la pression aussi. Parce qu'on disait, vous allez voir, c'est un coureur qui a vraiment des grandes qualités. Et puis, bon, on attendait chez UAE. C'est vrai qu'on s'était dit, UAE le recrute très jeune. Ils l'ont recruté en 2019, donc il avait 21 ans. Donc on se dit à ce moment-là, voilà, en plus il vient d'Hagen Berman Axean, l'équipe d'Axel Merckx, donc c'est qu'il a vraiment des grandes qualités. Derrière, ça met un petit peu de temps avant d'arriver. Et là, c'est vrai que il y a eu cette victoire sur la Volta qui lui a fait beaucoup de bien quand il était chez UAE. Et derrière, il a enchaîné. Je regardais là qui était dans cette formation quand il y avait Jasper Philipsen, donc en 2018. Ça fait peur. Vous aviez Michael Berg, Will Barta, Sean Bennett qui est professionnel, bien entendu Joao Almeida, donc Jasper Philipsen, Rui Oliveira et Ivo Oliveira. Michael Rice également, qui n'est pas un mauvais coureur. Yann Garrison aussi. Oh, putain, il y avait du lourd. C'était du solide. Yann Garrison qui est plus coureur professionnel techniquement. Parce que c'est un coureur qui était vraiment très fort chez les jeunes, Yann Garrison, et puis il n'a pas réussi à embrayer ensuite. Ça s'est pas goupillé comme il le souhaitait, alors que c'était un coureur qui avait vraiment des très très grandes qualités. Donc Philipsen, il arrive enfin à faire des grands résultats. L'année prochaine, il voudra performer sur les classiques. Je pense que Paris-Roubaix sera un énorme objectif pour lui parce qu'il a fini deuxième. Et puis on voit qu'il y a un profil aujourd'hui où il y a peu de mecs qui peuvent le challenger. Et il est en fin de contrat l'année prochaine. Je peux vous dire que beaucoup d'équipes vont tenter de le récupérer, Philipsen, et que ça va pas être facile. Il va y avoir une guerre au niveau salarial. Ça va être un énorme match parce qu'en plus il a que 25 ans, donc il a encore facilement 5-6 ans où il peut être à ce niveau-là de performance. Donc je peux vous dire que oui, il va y avoir un gros match pour essayer d'aller le récupérer, ce Jasper Philipsen. Mais oui, ça fait depuis 2 ans où tu sais que quand il est au départ, il est imbattable. Et je pense que du côté du sprint, ça rentre aussi un peu dans les têtes mentalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent, qui doutent avant même de l'affronter, je pense. Maintenant, voilà, il fait peur, Jasper Philipsen, mais c'est vraiment un super coureur. Voilà. Et super saison pour lui, donc on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Bon, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, pour encore des nouveaux top 10, il y aura notamment les filles, on aura des top 10 sur les filles, un top 15 même du côté des filles, un top 10 du côté des françaises. On parlera des moments énervants de la saison, des moments marquants de l'année, des équipes de la saison. Enfin voilà, il y aura encore pas mal de choses à dire sur cette année 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre avec commentaires. Si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un super thanks. Puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!